Après quelques mois de retard, la vidéo des BIS Awards débarque enfin sur la chaîne. Donc je vous rappelle, c'est quoi le but? C'est un peu remettre des prix en gros à des jeux qui nous ont marqué l'année 2019 pour le coup. Donc j'avais bien précisé les jeux sortis en 2019. Malheureusement parmi vous il y a des gens qui ont proposé des jeux qui sont sortis bien avant. Alors je sais pas si c'était pour le troll ou quoi, mais du coup qui ne ont pas fait partie du vote final, ou encore des jeux qui étaient sortis en 2018, puisqu'il y a parfois il y a des portages ou des exclusivités qui font que les jeux sortent quelques mois après sur une autre plateforme, mais à partir du moment où ce n'est plus en 2019 ou ce n'est pas encore en 2019, ça n'en fait pas partie. Logique. En tout cas, je tiens à remercier les 16 participants de ce sondage. J'espère par la suite qu'il y aura plus de participants pour ce genre de sondage. Ça permet toujours d'avoir des résultats un peu plus exhaustifs et du coup d'échanger aussi avec la communauté. Je trouve ça toujours intéressant de pouvoir proposer des formats comme ça qui font intervenir la communauté quelque part et pas juste faire des vidéos avec que mon avis. Donc en tout cas j'espère que le programme vous plaira et puis bon visionnage. Après quelques mois de retard, les BIS Awards arrivent enfin du coup en vidéo random, donc encore désolé pour le retard forcément. Donc commençons cette fameuse BIS Award. Donc je vous rappelle les différents prix qui étaient prévus lors du sondage, donc à savoir la meilleure bande son de l'année, ensuite la meilleure direction artistique, puis le meilleur jeu indé de l'année, puis ensuite le meilleur jeu de zombies de l'année, le meilleur jeu de combat, le meilleur remake, le meilleur jeu made in France, le meilleur open world, le meilleur DLC de l'année, et il reste encore, je le sais plus moi-même, le jeu sans âme de l'année, et la blague de l'année. Et enfin le dernier, la déception de l'année. Alors ça aurait dû être la blague de l'année pour le coup, j'aurais dû inverser, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, alors pourquoi j'ai fait ces choix un petit peu bizarres, j'aurais pu faire plus classique, le meilleur jeu d'action, aventure, le meilleur jeu de plateforme, etc. Mais voilà, je me suis dit faire un petit truc original, un petit peu, ça change un peu. Donc voilà, donc du coup on va commencer par la première catégorie, la meilleure bande-son de l'année. Alors en ce qui concerne vos retours du coup, c'était assez serré, il y a eu plusieurs fois 3 voix, ça se jouait notamment entre A Plague Tale Innocence, Medieval le remaster ou le remake, vous pouvez le voir comme vous voulez, sur PlayStation 4, et le dernier du coup qui est le grand gagnant de votre côté, c'est Death Stranding, notamment avec les musiques de l'Aurore qui ont fait pas mal de merveilles, mine de rien. C'est vrai que le jeu on peut lui reprocher pas mal de choses si on n'est pas à fond dans le délire, mais clairement c'est vrai qu'au niveau de la bande son, ils ont fait les choses très très bien pour ce jeu. Et donc ça c'était votre choix, mais c'était pas également que le vôtre, puisque moi aussi j'ai décidé de récompenser la bande son de Death Stranding, donc qui encore une fois est pour moi très très bonne, malgré beaucoup de choses que je n'ai pas appréciées dans le jeu, je ne peux pas vraiment lui reprocher sa bande son, ça c'est clairement son point fort je trouve, avec sa mise en scène bien sûr. Alors passons maintenant à la direction artistique. Donc de votre côté, ça a été un petit peu au coude à coude avec certains jeux, notamment Star Wars, A Plague Tale ou encore Luigi's Mansion 3. Et finalement c'est Star Wars qui l'a remporté avec 3 voix. Donc les autres étaient à 2 voix ou 1 voix, donc autant vous dire que c'était, ça se jouait vraiment à très peu. Donc Star Wars Jedi Fallen Order qui est forcément dans l'univers Star Wars, donc qui profite forcément de base déjà d'une direction artistique qui est plutôt très connue dans la pop culture et qui est plutôt appréciée généralement. Donc forcément ça joue aussi dans la balance. Et c'est vrai que ce jeu-là, de ce côté-là, il a réussi à bien se démarquer en ajoutant encore une fois de nouveaux visuels à ce lore qui est déjà très fourni et qu'on connaît déjà très bien depuis plusieurs décennies maintenant, avec notamment avant tout les films, bien sûr. Alors en ce qui me concerne, par contre, ça sera un autre jeu où il faudra jouer d'une manière assez
assez précises, être assez doué dans les exécutions, c'est évidemment Sekiro. Sekiro qui, pour moi, est un jeu très très difficile. Clairement, je n'ai pas fini, hein, si vous vous rappelez, je vous l'avais fait en partie en live au début de l'année dernière, et j'avais passé plus de 26 heures en tout cas de mémoire. Donc j'y avais passé pas mal de temps, mais malheureusement je n'ai jamais réussi à terminer le jeu parce que c'était beaucoup trop dur pour moi, il y avait vraiment des boss où c'était ingérable. Mais le truc qu'on pouvait pas lui reprocher, clairement, c'était sa direction artistique, qui était vraiment à tomber par terre. Forcément, le Japon féodal et tout ce qui s'y tourne, avec tout le côté folklore japonais un peu surréaliste et magique, forcément, ça fait toujours plaisir à voir, et puis surtout sur PlayStation 4, puisque c'est vrai que les jeux de ce genre, il y en avait beaucoup dans la décennie précédente, mais il y avait eu un petit moment où on voyait plus trop ce genre de jeu arriver, on va dire avec un budget AAA, puisqu'il y a toujours eu des jeux de ce genre, mais avec des petits budgets, des petites équipes quoi qui peuvent pas proposer un environnement aussi crédible et vivant à nos yeux. Donc de ce côté-là, ça a vraiment fait plaisir, j'ai vraiment apprécié la direction artistique de Sekiro, et du coup je l'ai choisi pour la direction artistique de l'année. La scène indé se fait de plus en plus remarquer au fur et à mesure des années, et c'est vrai que l'année dernière était assez riche en jeux de qualité et originaux. Et vous, du coup, de votre côté, vous avez été assez diversifié dans vos réponses. Encore une fois, ça se jouait à très peu, puisque c'était très divers. Malgré tout, on constate quand même que dans les avis que vous m'avez laissés, il y en a quand même un bon 25% qui n'a pas l'habitude de jouer à des jeux indépendants. Ils sont plus ciblés vers les gros jeux, les AAA ou encore les AA. Donc du coup, pour ce qui est de votre côté, vous avez choisi Katana Zero, que je ne connaissais pas, honnêtement. Donc qui est un jeu de combat en plateforme, hein, un peu run and gun, quoi, et qui a l'air assez sympa dans sa DA, une petite ambiance forcément old school, comme souvent dans les jeux indés, hein, le petit côté un peu 8 bits, 16 bits, quoi. Mais ça avait l'air très sympa, en tout cas, j'avoue ne pas du tout connaître, j'en ai pas entendu parler personnellement. En tout cas, pour ma part, j'ai fait mon choix. C'est un petit peu un coup de cœur, même si j'y ai pas encore joué, honnêtement, je vais être honnête avec vous, mais rien qu'à regarder, ça me fait délirer, et je sens vraiment que c'est cool à jouer. C'est un jeu qui me faisait de l'œil déjà, je crois que c'était à l'E3 qu'il avait été montré en bande-annonce. Et c'était vraiment le feu, c'est My Friend Pedro. Donc qui pareil, un peu un shooter run and gun, donc pour le coup en 3D de mémoire il me semble. Et c'est vrai que c'est vraiment le feu en fait. La bande-annonce m'a conquis direct avec la musique rythmée sur les frags que t'enchaînes en faisant des positions complètement loufoques, des retournées, des saltos et tout, c'est n'importe quoi, mais c'est excellent en fait, ça a l'air d'être vraiment défoulant ce jeu-là. Donc voilà, c'est clairement un jeu que je compte faire dans les prochains mois à venir, ou peut-être aller les prochaines années à venir. Mais c'est vraiment le gros kiff, c'est très défoulant, et la bande son a l'air d'être vraiment cool. Donc voilà, il y a un petit côté John Wick, complètement faire des cascades, à faire des assassinats à la chaîne, et je trouve ça vraiment stylé. Alors maintenant, on passe au jeu des zombies, les fameux morts-vivants. Alors, je suis pas vraiment étonné de votre réponse, hein, je vais être honnête. C'est assez unanime, hein, clairement sur tous les votes, il y en a presque une dizaine qui le mentionnent. Donc c'est tout simplement le remake de Resident Evil 2, donc Resident Evil 2 sorti en janvier 2019 par Capcom. Qui forcément remet au goût du jour un jeu qui a plus de 20 ans maintenant, avec les famosos zombies. Donc vous avez été unanime là-dessus, c'est un remake aussi qui était globalement assez bien reçu. Donc ça ne m'étonnait pas vraiment de le voir gagnant de votre côté. Alors cependant, pour ma part, le meilleur jeu de zombies, j'ai préféré choisir l'originalité, et en plus, je m'amuse beaucoup plus sur ce jeu-là que je me serais amusé sur Resident Evil 2, à savoir Days Gone. Donc Days Gone qui est sorti un petit peu plus tard dans l'année, hein, qui est un open world pour le coup, mais qui est originalité par rapport à ses mécaniques de jeu, puisque en fait il y a ce qu'on appelle la fameuse horde, ou les hordes devrais-je dire, qui peuvent contenir de 50 je crois ou 100 zombies jusqu'à maximum 500 zombies, donc ce qui fait vraiment des espèces de fleuves de zombies qui te sautent sur la gueule quand tu dois les affronter.
Et c'est vraiment une grosse originalité, une grosse nouveauté, je dirais, dans les jeux type open world, puisque c'est vrai que par le passé, j'avais déjà eu l'occasion de jouer à un jeu similaire qui s'appelait Dead Nation, je sais pas si vous avez connu, qui était sorti sur PlayStation 3 et aussi sur PS Vita, je sais pas s'il est sorti sur d'autres plateformes. Et du coup c'est pareil, on pouvait affronter des grosses vagues de zombies comme ça, mais c'était voilà une vue très éloignée, donc ça permettait d'avoir des zombies très peu détaillés, ce qui permettait d'en afficher plein à l'écran. Mais voilà, ça jouait globalement sur des environnements assez à plat, donc sur un peu 2D, même si c'est un jeu en 3D. Donc c'était pas du tout... enfin, on s'adaptait différemment aux environnements, quoi. Que quand on regarde Days Gone, lui, par contre... vu que c'est un open world et que c'est un TPS, bah voilà, les zombies peuvent grimper sur des bâtiments, donc il y a vraiment de la verticalité à rajouter en plus. Donc voilà, c'est un tout autre délire, et puis en plus, le côté open world permet d'ouvrir les zones et d'avoir des zombies qui te suivent constamment d'une zone à l'autre, par rapport à justement un Dead Nation qui, à l'époque, se contentait de jouer par système de niveau en fait, et quand on passait des zones, on était peinard en fait. Donc c'est clairement différent, et c'est vraiment ça du coup que je tiens à récompenser sur Days Gone, qui a pris le pari d'afficher énormément de zombies à l'écran, au risque d'avoir quelques bugs, quelques latences par-ci par-là, hein, qui ont fait quand même pas mal couler d'encre autour du jeu. Mais voilà, ils ont tenté quelque chose, et ça fait plaisir d'avoir ce genre de jeu, parce que c'était l'un de mes petits kiffs personnels depuis des années, d'avoir un jeu de zombies où il y a plein de zombies à buter. Et clairement, je trouve qu'ils ont réussi haut la main, et je dirais pas non pour un Days Gone 2, si c'est pas déjà dans les cartons. Passons maintenant aux jeux de versus fighting, les jeux de combat, donc qui étaient représentés surtout par deux licences, à savoir d'un côté Dead or Alive 6 pour les japonais, et de l'autre côté, chez les américains, Mortal Kombat 11. Alors Mortal Kombat 11 a gagné avec 5 voix, contrairement à Dead or Alive 6 où il y avait 3 voix. Donc forcément, il y a un bon écart. Il le mérite clairement parce qu'il a vraiment été très ambitieux sur le 11e épisode. Et ça tombe bien puisque moi aussi c'est le jeu que j'ai voulu récompenser dans cette catégorie-là. Donc je le répète encore, Mortal Kombat 11. Et moi encore plus pour ce côté ambitieux parce qu'ils ont vraiment réussi à faire quelque chose de ouf. Ça change vraiment, je trouve, des jeux de combat de ces dernières années qui s'enterrent petit à petit à constamment cibler avant tout les joueurs compétitifs et rien d'autre, ce qui fait que c'est très rapidement chiche en contenu. Faut attendre des années pour qu'il y ait des mises à jour de nouveaux persos, des fois faut même acheter les autres persos, donc à chaque fois on a des roadsters qui sont très limités, des fois on a même pas de campagne solo parce qu'ils s'embêtent plus à les faire, hein. Coucou Capcom avec Street Fighter V où la campagne solo est arrivée après, ou coucou encore même Dead or Alive qui délaisse plus le temps passe, plus il délaisse les campagnes solo en faisant des trucs bien plus simplistes, très peu ambitieux. Tekken aussi c'est pareil. Donc je tiens vraiment à récompenser ça du côté de Mortal Kombat, ils ont mis le budget pour faire un truc de ouf, et qui plus est en plus la campagne solo, au-delà d'être très qualitative et très complète, elle est vraiment très bonne, hein. On peut regarder ça tel un film d'action, ou un film d'action arts martiaux à la télé, ça fait vraiment le café, ils ont vraiment poussé le truc au maximum, et ça fait plaisir, et en plus ils ont réussi à faire une prouesse, c'est que ce jeu là déjà est sublime sur les consoles actuelles, mais c'est qu'ils ont réussi à les sortir sur Nintendo Switch, alors forcément une version downgrade, mais rien que ça aussi je salue, puisque beaucoup de développeurs ne tentent pas l'expérience, et puis quand on voit la différence de gap graphique entre les consoles de salon et la Nintendo Switch qui est une console hybride, franchement chapeau pour avoir réussi à proposer une qualité pareille sur cette console. Donc encore une fois, gros merci à Mortal Kombat 11 qui nous permet d'espérer par la suite d'avoir d'autres jeux de combat qui continuent d'être ambitieux avec les années et pas juste se limiter à du gameplay très arcane mais sans scénario, sans mise en scène stylée derrière, qui participait grandement aussi à la reconnaissance des licences les plus connues dans le domaine, quoi. Passons ensuite au remake de l'année 2019. Alors il y en a eu pas mal et on continue à suivre pas mal de vagues de remake. Forcément on est sur une vague de nostalgie ces dernières années et ça fait forcément plaisir pour beaucoup de découvrir ou même redécouvrir
certains titres qui ont fait la gloire de l'époque, donc parfois 20 ans, 15 ans auparavant. Donc il y a vraiment eu deux prétendants principaux, même s'il y en avait un qui était juste derrière, mais pas très loin, c'était en troisième place du podium du coup Medieval, remake du premier sur PlayStation. Donc forcément un remake sûr, qui n'ajoute pas grand chose, mais qui n'enlève pas grand chose. On va dire qu'il est fidèle de bout en bout quasiment, mais en haute résolution forcément, ça change tout. À côté de ça, en deuxième position, on avait Crash Team Racing avec 6 voix, donc ce qui commençait à faire plutôt pas mal. Donc qui est un remake, et je dirais même plus qu'un remake, puisque finalement il compile deux jeux différents en termes de contenu, des différents circuits, etc. Il y avait Crash Team Racing évidemment sur PlayStation, mais il y avait eu sa suite Nitro Fuel sur PS2, je crois que c'était le nom complet comme ça. C'est pour ça que d'ailleurs qu'ils l'ont appelé cette fois Crash Team Racing Nitro Fuel. Donc qui voilà, compile un petit peu tous les personnages de l'univers de Crash Bandicoot dans un jeu de karting complètement déjanté, et qui a vraiment reçu un franc succès à son retour. Et du coup, en première place, il s'agit de Resident Evil 2 Remake, donc avec 7 voix, une voix de plus que Crash Team Racing, donc c'était serré. Donc qui lui, du coup, bah évidemment, hein, c'est le remake de Resident Evil 2 sorti sur PS1 en 98. Donc qui est gagnant, en tout cas de votre côté. Et en ce qui me concerne, du coup, pour le remake, j'ai choisi de prendre Medieval. Pourquoi Medieval? Alors c'est vrai que, comme je disais plus tôt, il n'innove pas grand chose, il ne change pas grand chose, mais au moins, voilà. C'est un parti pris qu'ils ont fait, c'est ne pas changer grand chose, ne pas changer la recette, mais la mettre au goût du jour. Et je trouve qu'ils ont globalement réussi. Personnellement, c'est vrai que j'aurais toujours une préférence pour Medieval Resurrection, hein, pour ceux qui me connaissent, vous savez bien, parce que forcément il y a eu pas mal de changements, on pourrait reprocher des trucs aussi à Medieval Resurrection, mais je trouve que le parti pris est sympa en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment voilà, rejouer à des jeux de leur époque, mais qui veulent les voir, on va dire, en très bonne qualité, ou on va dire avec les générations actuelles, la technique actuelle, mais ils ne veulent pas forcément avoir du contenu amputé ou ce genre de choses. Et de ce côté-là, on peut pas lui retirer, Medieval a été très respectueux du matériau d'origine. Donc de ce côté-là, on peut dire que c'est le remake sous sa forme de juste réactualiser une formule qui marchait bien à l'époque. On peut dire que sous cette forme-là, en tout cas, c'est le remake parfait de cette année. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi en tant que représentant des remakes de 2019. Alors passons maintenant aux jeux made in France, donc les jeux principalement développés en France. Évidemment parfois on fait appel à des studios externes pour développer un jeu, il y a plusieurs studios qui travaillent sur un même jeu, mais là en l'occurrence voilà, on s'est concentré sur les jeux produits avant tout en France. Donc clairement, il n'y a pas de place au doute, c'est clairement lui qui a raflé la mise, c'est Plague Tale Innocence d'Asobo Studio, qui du coup a pris en tout 12 voix sur 16, donc autant dire qu'il a gagné à l'unanimité sans aucun problème, et franchement, gros GG pour des équipes françaises, parce que c'est vrai que on dit souvent que les Français ont beaucoup de talent dans les métiers du jeu vidéo, mais c'est souvent des petits jeux indés qui manquent un peu de budget, qui peuvent pas vraiment s'épanouir ou proposer des grosses productions. Et là, avec ce jeu, Plague Tale Innocence, ils ont réussi vraiment à produire un jeu qui tient la route face à des grosses productions américaines, j'entends. Après, forcément, on aime ou on n'aime pas ce type de jeu ou ce qu'il a proposé. Pour ma part, c'est vrai que je trouve qu'il a une direction artistique qui est vraiment très très bonne, et que graphiquement, vraiment, il fait le café, il n'y a pas de souci. Mais en termes de gameplay, tout ce que j'ai vu de mon côté en m'enseignant, c'est vrai que ça me portait pas forcément l'envie d'y jouer, quoi. Cependant, pour moi, je constate quand même, par rapport à ce qui a pu sortir l'année dernière, c'est clairement un jeu qui se démarque du lot, et j'ai envie de récompenser aussi cette audace de proposer des productions comme ça qui demandent plus de sous-sous, et d'essayer quelque part de concurrencer un petit peu les gros boss du jeu vidéo, que ce soit d'un côté les japonais ou encore les américains de l'autre. Donc je tiens évidemment à récompenser cette production française Plague Tale Innocence.
Passons maintenant au meilleur open world de 2019, donc il se jouait avec 3 jeux notamment, à savoir Judgment, Death Stranding et Days Gone, et vous avez voté pour Days Gone avec le plus de voix, 5 voix, avec Death Stranding qui était en 4 voix et Judgment en 3 voix. Donc forcément, pas vraiment étonné non plus, puisque en termes d'open world, on peut pas dire qu'on en a eu non plus des masses, hein, l'année dernière. L'année d'avant, il y avait peut-être un peu plus de concurrence, mais 2019, on va dire que c'était à peu près un fleuve tranquille, en tout cas du côté des open world. Donc Days Gone a raflé la mise. Alors de mon côté, j'ai choisi d'encourager Judgment, une nouvelle production, mais qui reste dans le même univers des Yakuza, avec justement le Ryuga Gotoku Studio qui s'est essayé un genre un petit peu différent, jouer un détective, voilà, qui est à la recherche d'un complot pharmaceutique. Et je l'ai vraiment trouvé cette approche très intéressante, même si ça se rapproche forcément d'un Yakuza, hein, que ça soit aussi bien dans le gameplay et dans les différentes mécaniques de jeu, mais j'ai vraiment apprécié ce changement un petit peu de... ce côté un peu film noir, quoi, et puis aussi ce côté un peu plus léger dans l'aventure, un petit peu le groupe de bons potes qui essaie de résoudre une affaire très très sérieuse. Et puis en plus, forcément, jeu en français, donc ça change aussi la donne, mine de rien, puisque pour les joueurs français, c'est quand même pas un luxe aujourd'hui. Donc forcément, ça fait plaisir, et puis une direction artistique nickel, des acteurs qu'ils ont choisis pour l'occasion, très charismatique, très sympa, que j'ai aussi fait en découverte sur ma chaîne avec grand plaisir, et j'y retournerai sans hésitation, avec ce gameplay bien plus nerveux et bien plus acrobatique aussi, que ce que les Yakuza ont pu proposer jusqu'à ici. Sans oublier évidemment tout l'aspect travaillé de l'open world avec beaucoup de choses à compléter, de mini-jeux bien sûr, mais aussi beaucoup de gens avec qui discuter et créer des liens d'amitié qui peuvent nous aider durant différentes quêtes secondaires ou durant les combats de rue notamment. Et j'ai vraiment bien apprécié ce côté proximité avec les gens du peuple, entre guillemets, les gens qui vivent à Kamurocho, cette sympathie qu'ils ont pour nous, à se dire bonjour dans la rue, ce genre de choses. J'ai vraiment trouvé ça très sympa, ce côté vraiment humain des fréquentations qu'on a dans la ville, et ça met vraiment en avant ce côté open world fourni et en même temps très vivant finalement. Mais pas vivant dans le sens où on voit qu'il y a de la vie à l'écran, mais vraiment qu'il y a des interactions avec notre personnage, et qu'on n'est pas justement un personnage dans une vague de PNJ qui nous ignore totalement. Et ça, j'apprécie vraiment beaucoup qu'on ait ce genre d'expérience dans des open world mieux maîtrisés, du coup, qui sont bien plus restreints avec Judgment, qui concerne juste un quartier et qui ne fait pas usage, par exemple, de voitures pour se déplacer d'une zone à l'autre, mais ça permet d'avoir un lieu beaucoup plus concentré et beaucoup plus intéressant à suivre qu'une map gigantesque qui fait des kilomètres et des kilomètres carrés, où t'as une route et il y a plein de déserts autour avec 3 PNJ qui te parlent même pas quand tu les croises, quoi. Passons maintenant au meilleur DLC de l'année, donc forcément quand je dis DLC, je dis contenu supplémentaire à acheter et à télécharger, une extension de jeu, et pas simplement une mise à jour gratuite. Je tenais à faire la différence, puisque une mise à jour, le principe c'est que tu n'as pas à payer normalement pour l'obtenir, contrairement à un DLC qui est une extension. Donc du coup, en ce qui concerne les extensions, vous avez été assez significatif sur 2 jeux principalement, à savoir celui qui a remporté du coup de votre côté, c'est Monster Hunter Ice World, donc qui est vraiment une grosse extension pour le coup, hein, je ne sais pas combien en pourcentage de jeu ça représente, mais ça a l'air vraiment massif puisqu'il y a tout un nouveau continent à explorer enneigé avec du nouveau bestiaire, etc. Des bestiaires qu'on avait dans les précédents jeux mais qui n'étaient pas dans le jeu de base Monster Hunter World, mais qui arrivent dans cette extension. Donc on va dire que les chasseurs de bestioles en tout genre ont été ravis de ce côté-là, et pour le coup c'est vraiment une très bonne extension qui est très riche en contenu, et ça fait plaisir de voir encore une fois aujourd'hui qu'on a encore des extensions qui en vaillent la peine et qui sont pas juste des DLC à la con qui rajoutent 2-3 skins, des petites missions secondaires à la con, et puis qui te font payer ça 20 €, quoi. Donc ça fait vraiment plaisir qu'ils aient fait ça. Capcom, ils ont vraiment récompensé leurs joueurs pour le coup, et en même temps Monster Hunter World c'est très très bien vendu, hein, c'est le plus gros succès à ce jour de Capcom. Donc tout est au rendez-vous pour que ça continue dans ce sens-là, en recrutant de nouveaux joueurs.
Donc on verra bien ce que propose la licence à l'avenir, mais ça a l'air de plutôt convaincre tous ceux qui y ont joué. Donc de mon côté, j'ai préféré me rabattre sur le deuxième choix que vous avez fait vous aussi, avec 3 voix, c'est Assassin's Creed Odyssey et principalement son DLC sur l'Atlantide, le destin de l'Atlantide, puisque c'est vraiment un DLC qui a l'air fascinant pour le coup. Assassin's Creed Odyssey, faut savoir que moi je l'ai pas encore acheté, j'aimerais bien le faire un jour mais c'est pas vraiment prioritaire. La Grèce antique c'est vraiment un lieu qui me plaît beaucoup, mais quelque part je l'avais un petit peu visité avec Origins, puisqu'il y avait aussi des villes grecques dans ce jeu. Et pour le coup, ce DLC m'a vraiment fait de l'œil, parce qu'il y a vraiment un côté très original dans les lieux qu'on découvre, puisque forcément il y a un côté très fantastique, l'Atlantide, hein, la fameuse cité perdue au fond des mers, qui fait coller beaucoup d'encre, hein, souvent dans les récits fantastiques. Et c'est vrai que la manière dont ça a été retranscrit par les équipes d'Ubisoft, je trouve ça vraiment très agréable à regarder, et ça me donne vraiment envie de faire ce DLC là, donc pour ça il faudra que je passe d'abord par le jeu principal avant d'acheter évidemment le DLC. Alors passons à la suite, on va commencer à aborder les catégories un petit peu what the fuck, j'aurais tendance à dire, les catégories un petit peu originales de ces BIS Awards, notamment pour commencer le jeu sans âme de l'année. Donc c'est vrai que c'est un terme assez particulier, alors je vais quand même le définir avant de passer au résultat. Qu'est-ce que j'appelle sans âme? Pour moi c'est un jeu qui ne transmet pas forcément grand chose, j'ai l'impression qu'il est déshumanisé pour moi, que ça a été fait un peu par une IA quelque part, par un robot le jeu, on sent pas le côté humain du jeu vidéo, et c'est vrai que plus ça va dans les années qui continuent, enfin qui s'écoulent, et plus je fais face personnellement à ce genre de phénomène où j'ai des productions qui sont tellement calibrées pour être, je sais pas, pour plaire à tout le monde peut-être, avec une DA qui veut choquer personne mais qui prend aucun risque, et qui du coup devient comment dire, très épurée, et elle n'est pas singulière en fait, quoi. On pourrait la voir n'importe où quoi. Et ben on se retrouve à des jeux où t'as l'impression que voilà, c'est fait par des machines, et tu ressens aucune émotion particulière en faisant ces jeux-là. Et alors c'est vraiment très très subjectif pour le coup, parce que même si les autres catégories, évidemment, il y a une part de subjectivité, il y a quand même un côté objectif, mais là pour ce qui est parler d'âme de jeu, ce qu'on ressent dans un jeu, pour le coup c'est vraiment purement subjectif, et c'est vraiment la discrétion de chacun, hein. C'est comment vous êtes réceptif à l'art en particulier, quoi. Donc pour ce qui est de vos choix, malheureusement il n'y en a aucun qui est sorti du lot, je vais quand même vous faire une petite liste rapidement. Il y a eu World War Z, Death Stranding, Rage 2, Mordo, Anthem, Left Alive, The Dark Pictures Anthology Mad of Medan, Gears 5, Yoshi Crafted World, Ghost Recon Breakpoint, Resident Evil 2 Remake, Days Gone, ou encore Crackdown 3, donc pour le coup personne s'est mis d'accord, forcément très subjectif, donc c'est très particulier d'avoir des goûts communs de ce côté-là. Alors pour ma part, mon choix a été assez rapide dans cette catégorie, et je sais que forcément ça va pas forcément plaire à certains d'entre vous, mais pour le coup c'est vraiment ce que j'ai pas ressenti du coup de ce jeu. C'est tout simplement la dernière production de Remedy, à savoir Control, qui apparemment semble se passer dans le même univers qu'Alan Wake, semble-t-il, d'après ce que j'ai compris, sans spoiler davantage pour ceux qui n'ont pas encore joué au jeu et qui sont intéressés pour le faire. Mais alors clairement, pour moi, Control, gros souci, parce que il y a une direction artistique qui se veut très épuré, et un côté très bureaucratique dans le jeu qui est propre à son image, hein. Je veux dire, il y a un parti pris dans le jeu, justement, ça veut jouer là-dessus, hein, même jusqu'à la fin du jeu, sans spoiler, mais ceux qui ont fait le jeu veulent voir, hein, enfin peuvent comprendre à peu près là où je veux en venir, ce côté justement bureaucratique, paperasse, administration du truc, tout ça, le côté système en fait du jeu. Mais c'est vrai que j'ai vraiment rien ressenti en fait. Alors le jeu est plutôt très joli, il utilise des nouvelles technologies, notamment le ray tracing pour ceux qui sont éventuellement sur PC, et forcément ça envoie du lourd, hein. La technique de ce côté-là, Remedy, ils sont toujours au top.
mais alors putain, en termes de ressenti, des personnages froids qui dégagent rien pour moi, les musiques très énigmatiques, très je sais pas, j'arrive pas à ressentir des choses, et pareil l'environnement, tout ce qui est environnement épuré en général avec moi ça marche pas très bien, hein, tout ce qui est phase d'environnement épuré, tout ce qui est même au-delà du jeu, hein, mais c'est vrai qu'on traverse une décennie où on épure de plus en plus les choses en termes de design, que ça soit justement de décor ou de construction, d'architecture, etc. Et à force, on arrive tellement à un truc qui est complètement minimaliste, on arrive à des trucs vraiment le plus simple possible, que ça en dégage plus rien en fait. Et c'est vraiment le problème que j'ai eu avec ce jeu, même si c'est vrai que ce côté évolution du personnage, des compétences qu'on lui admet, à force, et aussi sa transformation, si je pourrais appeler ça comme ça, surprend, et donc du coup, il y avait quand même un élan de vouloir proposer quelque chose après, on va dire, ou à force d'y jouer, mais franchement pour moi ça a pas pris, c'est qu'il y a vraiment... Enfin je ressens pas d'âme en fait dans le jeu, clairement. C'est un jeu qui est froid, et du coup qui me donne pas du tout envie, et c'est bien dommage, puisque Remedy c'est un studio que j'apprécie beaucoup, mais c'est vrai que ces dernières années, ils sont pas au top de leur forme personnellement. Nous arrivons à l'avant-dernière catégorie, la fameuse blague de l'année. Alors entre les petits malins qui ont voulu me faire des blagues dans les commentaires au lieu de me citer le nom d'un jeu, on les remerciera pour ça bien sûr, il y a vraiment deux jeux qui sont sortis du lot avec très peu de voix en vrai, hein, ça se joue à 2 ou 3 voix différentes. Après il y avait d'autres jeux où c'était un peu de tout et n'importe quoi. Les deux qui ressortent principalement, c'est Anthem, notamment. J'imagine que vous suivez un petit peu l'actualité d'Anthem, ça a été un jeu qui a eu un développement très compliqué, qui partait plus sur un target d'un jeu qu'on aimerait produire, hein, dans les premières bandes annonces où tout le monde s'est extasié dessus, alors que c'était juste un projet de base en fait pour dire ouais ça serait bien qu'on ait un jeu comme ça, mais le jeu venait à peine d'être développé, enfin c'était juste une démo, mais il n'y avait pas grand chose derrière ce jeu, sauf que tout le monde s'est enflammé en fait, et du coup c'est devenu ouais ça va être trop bien ce jeu en thème, c'est génial, Day One tout ça. Sauf que malheureusement la grosse douche froide, puisqu'à la sortie le jeu est complètement chiche en contenu, IA semblait même carrément abandonner le jeu, puis finalement récemment, peut-être quelques mois maintenant quand même, j'avais cru comprendre qu'ils avaient remis une feuille de route pour Anthem pour essayer de le réparer, essayer de créer du vrai contenu dedans, à la manière d'un autre jeu qui avait eu ce même problème il y a quelques années, dont j'ai oublié le nom, ça se passait dans l'espace. Le fameux No Man's Sky que j'ai retrouvé sur internet, j'ai cherché, j'arrive pas à retrouver sous nom, je tapais jeu open world, vaisseau, etc., j'arrive pas à retomber dessus. Donc oui, No Man's Sky qui a eu le même problème, hein, qui était overhypé, alors que finalement c'était pas un gros jeu à la base, mais les gens ils avaient vu ça comme un triple A du turfu. Donc il a demandé plusieurs années à réussir à compléter un petit peu ce qui manquait au jeu, et plus ou moins aux promesses qu'on avait faites aux joueurs avant la sortie du jeu, et qui s'est très bien attrapé au fur et à mesure des années, donc peut-être que Anthem aura la même chose. En tout cas, seul l'avenir nous le dira. Sinon, en plus grosse blague de l'année, du coup, on a eu Death Stranding avec 3 voix. Death Stranding qui n'est pas vraiment étonnant, puisque moi aussi j'aurais tendance à dire que c'est un peu la blague de l'année ce jeu, dans le sens où on a quand même eu un jeu qui te fait passer la livraison de colis pour extraordinaire, quelque part. C'est un peu ça le délire, c'est un peu ça la blague. Donc forcément, quand tu vois un jeu pareil où les gens ils disent ouah c'est Hideo Kojima, c'est un génie, etc. juste parce que tu joues au postier sur l'Islande, c'est un peu bizarre quand même, parce que honnêtement, après évidemment, on résume très globalement le jeu en faisant des blagues dessus. Il a des qualités, c'est certain, sa mise en scène, etc. Mais bon, le scénario au final, je le trouve pas ouf. Et puis en termes de gameplay, se trimballer avec des colis comme ça, c'est vrai que ça reste quand même globalement une blague. Et il avait pas grand chose à proposer d'autre, si ce n'est tout le temps se balader avec des colis. Que ça soit à pied, en moto, en camion, ce que vous voulez, mais c'est toujours un peu la même chose, c'est livrer des choses. Et c'était un parti pris, clairement, une prise de risque de ce côté-là, on peut pas dire le contraire. Mais bon, est-ce que ça restera marqué dans les années à venir?
j'ai des doutes, ou peut-être pas pour les bonnes raisons en tout cas. En tout cas, pour ce qui me concerne, pour la blague de l'année, j'ai choisi de mettre une exclusivité chez Xbox qui avait été annoncée il y a pas mal d'années maintenant, je crois que c'est peut-être 2011 ou 2012 même, qui a été repoussée des années, je crois que ça avait peut-être même changé sur le développement, ils avaient vanté la démolition des décors de manière ultra réaliste, même calculée par des serveurs à distance pour avoir vraiment des collisions et des dégâts vraiment ciblés sur les bâtiments qui sont vraiment ultra crédibles, quoi, limite pour écraser toute la concurrence sur ce qui se fait en la matière. Et au final, on a eu une grosse blague qui s'appelle Crackdown 3, un jeu qui a été, semble-t-il, sûrement rebooté plusieurs fois d'affilée dans son développement, puisqu'au final, le rendu final du jeu est tout simplement pas honnête, clairement, par rapport au visuel qu'on avait eu par le passé, et qui, en plus de ça, a un contenu très limité, donc forcément, attendre si longtemps pour avoir la suite d'un Crackdown, et avoir un jeu comme ça au final, bon personnellement ça me faisait pas du tout envie ce jeu de base, mais le résultat final je trouve que c'est quand même une vaste blague pour les gens qui ont acheté ce jeu, c'est triste, parce que maintenant je sais pas s'il est dans le Game Pass ou s'il était à la sortie. Si c'était dans le Game Pass encore, et que vous avez payé votre Game Pass soit 1€, soit 10€ par mois, et vous avez plein de jeux dont cette merde, ça va, mais si vous avez acheté cette merde plein tarif, là c'est une sacrée blague, c'est un très mauvais prank, je pense. Et on arrive du coup à la dernière catégorie de ces BIS Awards, la fameuse déception, la déception de l'année. Qui a fait pas mal couler d'encre, avec de multiples jeux, notamment DMC 5, du coup Devil May Cry 5, Jump Force, Metro Exodus, Kingdom Hearts 3, Resident Evil 2 Remake, Shenmue 3, Terminator Resistance, World War Z, etc., mais le grand vainqueur de ça, si on peut appeler ça être un vainqueur, c'est Death Stranding, encore une fois, avec 3 voix, qui sort un tout petit peu au-dessus du lot du reste, donc pas vraiment étonnant non plus, encore une fois, puisque j'imagine que pour beaucoup de gens, c'est vrai que toute la mise en scène qu'on nous avait mis en avant dans la bande-annonce, enfin les bandes-annonces même du jeu depuis plusieurs années, on s'attendait à un truc peut-être plus poussé que ça au final, et mine de rien, ça fait pas mal des déçus de ce côté-là. Faire de la livraison, ça va 5 minutes, forcément. Alors en ce qui me concerne, pour ma part, c'est le dernier Call of Duty Modern Warfare, puisque j'avais vraiment beaucoup apprécié Call of Duty 4 Modern Warfare à l'époque, qui pour moi reste encore aujourd'hui l'un des meilleurs Call of Duty, avec peut-être Black Ops premier du nom. Et c'est vrai que ils étaient un petit peu partis en couille avec tout le côté science-fiction des derniers jeux, avec Advanced Warfare par exemple, ce genre de choses. Et même si pour le coup c'était quand même sympa visuellement, j'étais pas anti science-fiction dans l'idée, mais c'est vrai que je préférais retourner un peu au bon vieille heure de gloire, je dirais même de la franchise, là où ça a vraiment décollé et pris l'ampleur qu'on a connue aussi à travers YouTube avec les Modern Warfare 2, 3, etc. Et c'est vrai que quand ils avaient annoncé Call of Duty Modern Warfare, je me suis dit, ça fait plaisir, le retour du Captain Price en plus, un personnage quand même emblématique de la série, ça faisait vraiment plaisir, ça m'avait vraiment hype pour le coup, j'avais même pour projet peut-être à l'avenir de l'acheter d'occasion juste pour faire le solo, parce qu'encore une fois, moi le multi, je m'en fous, qui plus est si je dois payer le PSN sur PlayStation. Et au final, grosse déception, quoi. Quand le jeu est sorti, ça sent le jeu rushé, fini un petit peu à la zob. Quand j'ai vu le manque de finition, notamment sur des PNJ, ce genre de choses, pour des productions qui coûtent quand même plusieurs dizaines de millions de dollars d'investissement, et qui ont encore une fois une communication, un budget marketing colossal, et qui se vendent toujours des palettes, et des palettes année après année, même si forcément la licence a un peu baissé ces dernières années, mais ça se vend toujours par palette, et voir le peu de finition qu'ils font dans la campagne solo, qui leur demande finalement peu de temps, parce que c'est des campagnes qui sont très concentrées, c'est pas des campagnes qui durent 20 heures quand même, et je trouve que c'est du bon foutage de gueule, et c'est dommage d'avoir surfé justement sur les heures de gloire de la licence pour peut-être essayer de se relancer en proposant finalement une copie qui aurait peut-être mérité plus de travail de la part des développeurs, peut-être plus de temps aussi.
Mais bon, ça, malheureusement, c'est peut-être aussi de la faute d'Activision qui continue à annualiser une franchise qui peut-être commence un petit peu à saouler tout le monde aussi, comme beaucoup d'autres licences qui traversent ce genre de période. Donc voilà, nous arrivons à la fin de ces Beast Awards, donc merci de les avoir suivis, en espérant que cette petite vidéo vous a plu. Encore une fois, désolé pour le retard, le temps de cumuler tout ça, d'avoir d'autres avis, parce que c'est un petit peu chiche. Au début, j'avais pas encore assez de réponses, il y avait beaucoup d'égalité, hein. Même là on a pu le voir sur une des catégories, il y avait pas assez de choix pour réussir à ressortir un nom de jeu particulier. Donc c'était un truc que je voulais faire forcément, parce que j'avais déjà essayé de le faire avec Resident Evil précédemment, avec les tier lists, et je me suis dit pourquoi pas vous redonner la parole. Donc en tout cas, j'espère que ça vous a plu, et puis j'espère que par la suite vous continuerez à participer à ce genre de sondage, voire même à être plus nombreux pour avoir des résultats un peu plus exhaustifs, et puis ça permet aussi de vous faire participer à des vidéos, et c'est toujours sympa aussi d'échanger dans la communauté, de voir un petit peu les avis des joueurs de manière calée, quoi. Donc voilà, je vous retiens pas plus, merci d'avoir suivi, à la prochaine.